Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des servitudes. Donc les servitudes, hein, c'est la dernière partie, la dernière sous-partie du chapitre que nous sommes en train d'étudier. Hein, c'est vu souvent comme une limite au droit de propriété. Alors définissons d'abord la notion de servitude. Une servitude, c'est une charge imposée à un fonds au profit d'un autre fonds, hein, pour l'usage et l'utilité d'un autre fonds, hein, qui appartient à un autre propriétaire. Donc, on voit bien dans la définition du Code civil qu'on a un lien qui est fait entre plusieurs fonds. Hein. On peut traduire fonds par terrain ou par immeuble. Donc, pour avoir une servitude, il faut bien avoir deux ou plusieurs fonds qui vont avoir un lien établi entre eux. Hein. Un lien établi entre eux, donc c'est un droit réel, puisque ce droit porte directement sur la chose. Peu importe si les fonds changent de propriétaire. Le droit est attaché au terrain, au fonds, donc peu importe s'il change de main, le droit reste. Hein. C'est un droit réel qui porte directement sur la chose et qui est l'accessoire du fonds dominant. Alors, fonds dominant. Puisqu'il y a plusieurs fonds et qu'il y a une charge qui est imposée à un fonds au profit d'un autre fonds, on parle de fonds dominant et de fonds servant. Le fonds dominant, c'est celui qui bénéficie de la servitude, c'est-à-dire que c'est lui qui va en profiter. Et le fonds servant, c'est celui qui subit la servitude. C'est-à-dire que c'est lui qui supporte la charge de la servitude. Deux fonds, le fonds dominant qui en bénéficie et le fonds servant qui subit la servitude. C'est un droit qui en principe est perpétuel, il est attaché donc au fonds et donc il dure tant que dure la chose. Comme le droit de propriété finalement. Bon, cependant, on verra hein, qu'il est possible, liberté contractuelle, d'établir des servitudes temporaires par contrat. On peut faire ce qu'on veut, c'est la liberté contractuelle. Alors, quelques exemples de servitudes, pour que ce soit peut-être plus concret pour vous. La servitude que vous connaissez le plus souvent, c'est la servitude de passage. C'est la plus connue sur les terrains enclavés. Le Code civil prévoit une servitude d'utilité publique pour les fonds enclavés. Donc là, j'ai fait un petit schéma d'une situation qui avait été rencontrée par un étudiant en stage il y a quelques années. Il avait dû commercialiser un bien qui bénéficiait d'une servitude de passage. Donc c'était au bord de la Marne, hein, à côté de Paris. Au bord de la Marne, vous voyez bien, il y avait tous les terrains comme ça, avec la rue, mais donc tous avaient accès à la rue, sauf lui, parce que ici le terrain avait été divisé, et donc lui, il était bien au bord de la Marne, mais il n'a pas d'accès à la voie publique. Donc comment fait-il pour rentrer chez lui? Eh bien, c'est un terrain enclavé, donc il bénéficie d'une servitude de passage, ici sur le terrain de C, hein, pour pouvoir accéder au terrain C. C'est une servitude de passage parce que le terrain C est enclavé, donc il faut bien, pour qu'il puisse entrer chez lui, qu'il passe sur le terrain du voisin. Voilà, ça c'est une servitude de passage. Il y a de multitudes de servitudes hein, qui peuvent être établies. Là, je vous ai schématisé aussi un autre type de servitude assez courant, les servitudes de surplomb. Une servitude de surplomb. Qu'est-ce que c'est quand on surplombe? C'est quand on est au-dessus à l'aplomb hein, du sol. Là. Donc ici, vous voyez bien, par exemple, on a la maison X qui a un balcon qui surplombe le terrain Y. Vous voyez, ça dépasse sur la limite de propriété. Ici, vous avez la limite de propriété. Et ici, le balcon surplombe le terrain Y. Donc, vous vous souvenez, le droit de propriété a un caractère exclusif. Donc, Y, ici, il est propriétaire du sol et de tout ce qui est au-dessus. Donc, ici, il pourrait revendiquer hein, la destruction de la partie du balcon
qui surplombe son terrain. Sauf si X bénéficie d'une servitude de surplomb. Si X bénéficie d'une servitude de surplomb, alors Y est obligé de subir cette servitude. S'il n'y a pas de servitude, il peut réclamer la destruction. S'il y a une servitude, ben, il ne peut pas. Voilà, servitude de surplomb. Il y a d'autres servitudes. Servitude originale avec un nom latin non edificandi. Hein, c'est l'interdiction de bâtir en hauteur. Souvent, c'est une servitude qui est établie pour préserver une vue d'un terrain voisin. Les servitudes de vue également. Les servitudes d'écoulement des eaux. On est obligé de laisser s'écouler les eaux de pluie, les eaux naturelles du terrain d'amont vers l'aval. Bon, voilà, donc tout un tas de servitudes qui peuvent être établies dans le Code civil, dans le Code de l'urbanisme ou par contrat. Bon, avant de voir les différents modes d'établissement des servitudes, je voudrais qu'on fasse le point sur deux classifications qui sont très importantes parce qu'elles vont avoir une incidence sur l'établissement et l'extinction des servitudes. Donc on distingue les servitudes apparentes des servitudes non apparentes. Alors, une servitude apparente, c'est une servitude qui se manifeste par un ouvrage, donc qui est visible. Une servitude non apparente, c'est une servitude qu'on ne voit pas, qui ne se manifeste pas par un ouvrage. Donc par exemple, si vous avez ici, il y a bien un ouvrage dans la servitude de surplomb sur le balcon. Donc c'est une servitude apparente. Elle se manifeste par un ouvrage. Une servitude non edificandi, par exemple, justement, comme c'est l'interdiction de bâtir en hauteur, eh bien, ça ne se manifeste pas par un ouvrage. Donc, elle est non apparente. D'accord ? Donc, voilà, selon les servitudes, on va les qualifier de apparentes ou non apparentes. Chaque servitude est soit apparente, soit non apparente. Ça va avoir une incidence par la suite. Chaque servitude est continue ou discontinue. Alors, une servitude continue, c'est une servitude qui s'exerce en permanence sans avoir besoin du fait de l'homme pour l'exercer. Elle est là en permanence. Alors que la servitude discontinue s'exerce par le fait de l'homme. Donc par exemple, une servitude de passage, elle s'exerce au moment où la personne passe, donc c'est une servitude discontinue. Ici, en revanche, là, le surplomb, il s'exerce en permanence, qu'il y ait quelqu'un ou pas sur le balcon, la servitude, elle existe. Donc, elle est continue. D'accord ? Donc, servitude continue, c'est qui s'exerce en permanence, sans avoir besoin de l'exercice d'une personne, sans qu'une personne fasse quelque chose, alors que la servitude discontinue s'exerce par l'homme, par une action de l'homme. Voilà. Alors, vous avez dans le dossier documentaire une petite liste avec des exemples de servitudes et puis il faut les classer. Apparente, non apparente, continue, discontinue. Donc on corrigera ça la prochaine fois. Maintenant, le régime juridique des servitudes. Donc, l'établissement des servitudes. L'établissement des servitudes, ça veut dire de quelle manière on peut mettre en place une servitude. Par la loi, on en a déjà parlé, le Code civil, par exemple, prévoit des servitudes, le Code de l'urbanisme également. Donc la loi prévoit des situations dans lesquelles il y a des servitudes. Vous en avez quelques-unes dans votre dossier documentaire aussi. Mais il est possible aussi de prévoir une servitude par contrat. Donc on établit un titre dans lequel on prévoit une servitude par contrat. C'est la liberté contractuelle. Donc, il est possible d'établir cette servitude par contrat. Dans ce cas, il est important de la publier. La publicité foncière chez le notaire. Le notaire va publier cette servitude pour rendre cette servitude opposable au tiers. Pour que cette servitude soit efficace dans le temps, pour qu'elle soit opposable au tiers et donc qu'elle se transmette, il faut qu'elle soit publiée. Sinon, elle n'est pas opposable au tiers.
Bon, donc ensuite la servitude qui va être établie par destination du père de famille. Alors ça c'est un peu plus original. Il s'agit d'une servitude qui va être fabriquée par une personne en quelque sorte. Imaginons le propriétaire d'un terrain qui va créer un aménagement sur ce terrain. Donc par exemple, il va créer ici, alors le plus courant c'est par exemple on trouve des servitudes établies par destination du père de famille pour des systèmes d'irrigation du terrain, pour l'aménagement de passage aussi, pour divers éléments. Il aménage ici par exemple un système d'irrigation sur le terrain. Il aménage quelque chose sur son terrain. Et puis, plus tard, il divise son terrain, comme là, et puis il revend ce terrain-là à quelqu'un d'autre, qui va, lui aussi, construire sa maison, hop, et qui, finalement, ici, l'aménagement, il est toujours là, et il lie les deux terrains. Il lie les deux terrains, cet aménagement. A a revendu ce terrain-là. Alors, on va l'appeler comment pour hop, maintenant, c'est le terrain Z. Mais il y a un aménagement qui est fait entre les deux terrains et qui va les lier. Si A avait aménagé cet ouvrage et qu'il voulait finalement faire un lien de dépendance entre ces deux terrains, et bien finalement, il a créé lui-même une servitude en créant cet aménagement, en divisant le terrain et en revendant l'une partie. Ce qui fait qu'après, il y a plusieurs propriétaires du terrain et un aménagement que subit un terrain pour le profit de l'autre. Donc, c'est bien ici une servitude qui a été établie, ça s'appelle par destination du père de famille. Alors, attention, la création d'une servitude par destination du père de famille ne peut se faire que pour les servitudes apparentes, donc qui se manifestent par un ouvrage qu'on voit. On ne peut pas établir une servitude par destination du père de famille, une servitude non apparente. Il faut qu'elle soit visible pour être claire. Voilà. Enfin, dernier type d'établissement des servitudes, par prescription acquisitive, par possession trentenaire. Alors là, c'est uniquement pour les servitudes continues et apparentes. Par exemple, ici, la servitude de surplomb. C'est une servitude continue, elle s'exerce en permanence, sans avoir besoin d'une action de l'homme, et c'est une servitude apparente, puisqu'elle se manifeste par un ouvrage. Donc, par exemple, si X construit son balcon, qui surplombe Y, sans aucun droit pour le faire, que Y ne dit rien, pendant 30 ans, eh bien, au bout de 30 ans, il ne pourra plus réclamer la destruction du balcon, de la partie qui surplombe son terrain, parce que X aura acquis la servitude par prescription acquisitive, par possession trentenaire. D'accord ? Comme on avait vu, l'usucapion, acquisition de la propriété, mais là, pareil pour les servitudes, on peut acquérir une servitude par possession trentenaire. Alors attention, uniquement pour les servitudes continues et apparentes. Donc, pendant 30 ans, ici, Y pourrait revendiquer la destruction, mais s'il omet de le faire, s'il néglige de le faire, eh ben, au bout de 30 ans, il ne pourra plus le faire. Par prescription acquisitive. Voilà. Donc voilà les différents modes d'établissement des servitudes. Alors sur l'exercice des servitudes, c'est assez simple, la servitude est fixe, ça veut dire qu'on ne peut pas l'augmenter ni la diminuer, on ne peut pas l'augmenter ni la diminuer. Alors cependant, on peut voir que la servitude de passage, ici par exemple pour C, elle va entraîner d'autres droits. C'est pas seulement passer, il va aussi avoir le droit de mettre sa boîte aux lettres ici, d'installer une sonnette pour que les gens puissent venir le voir et le prévenir de leur arrivée. Bon, donc ça entraîne un certain nombre d'autres droits
mais qui doivent quand même être limitées à la servitude qui est établie à l'origine. Hein. On ne peut pas augmenter et ajouter des droits supplémentaires. Hein. Usage libre par le fonds dominant, c'est normal. Et puis 2 actions en justice qui portent des noms particuliers. L'action confessoire, c'est l'action qui revendique l'établissement d'une servitude. Et l'action négatoire, c'est l'action qui va contester, au contraire, l'établissement d'une servitude. Hein. Donc ce sont des noms particuliers pour des actions qui sont relatives soit à la revendication ou à la contestation d'une servitude. Voilà. Alors, l'extinction des servitudes. Il y a plusieurs façons d'éteindre une servitude. D'abord, la confusion. La confusion, c'est lorsque, eh bien, finalement, il y avait 2 terrains qui appartenaient à des personnes différentes, et puis, hop, finalement, elles appartiennent à un seul propriétaire. C'est le propriétaire C rachète D. Il n'y a plus qu'un seul propriétaire, donc la servitude n'existe plus, hein, puisqu'il n'y a plus 2 terrains qui appartiennent à 2 propriétaires différents. Ça n'aurait pas de sens de dire que lui, il a un droit de passage chez lui, c'est le même. D'accord ? Ça, c'est la confusion. Le renoncement. Le renoncement, ça peut être réalisé par le propriétaire du fonds dominant dans le cadre d'un contrat. Hein. Le propriétaire du fonds dominant peut renoncer à son droit, alors à condition que ce ne soit pas une servitude établie par la loi d'utilité publique. Hein. On ne peut pas renoncer, par exemple, ici, à son droit de passage, en disant « tant pis, j'utiliserai plus jamais mon terrain ». Non, non, ça c'est pas possible. Donc il est possible de renoncer à son droit, donc c'est le propriétaire du fonds dominant qui doit y renoncer, et lorsque cette servitude a été établie par contrat ou qu'elle n'est pas d'utilité publique. La perte du fonds, par exemple, hein, ou lorsque on ne peut plus user de la servitude, donc ça existe dans des cas très particuliers. Par exemple, le Code civil prévoit une servitude de puisage. Alors c'est un petit peu daté. Hein. Il y avait des puits, et quand il y avait un puits sur un terrain, eh bien, c'était une servitude d'utilité publique. Hein, tout le monde devait pouvoir aller puiser, prendre l'eau dans ce puits. Quand le puits est tari, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'eau, les gens ne peuvent plus aller puiser l'eau, la servitude est éteinte. Bon, c'est plus très actuel. Maintenant, la perte d'un fonds, ça existe de façon même assez dramatique. Par exemple, sur les côtes, vous avez vu hein, que dans l'actualité, on a régulièrement le problème de l'avancée du trait de côte, notamment sur la côte atlantique en France. C'est-à-dire qu'avec, ici, si on mettait la mer par exemple, hop, avec l'érosion du terrain, et ben, la mer hop, fait s'écrouler un petit peu de terrain chaque jour. Donc eux, ils perdent leur propriété. Hein. Quand la mer sera avancée jusque-là, eh ben, s'il n'y aura plus de servitude, il n'y aura plus de terrain. Donc comme ça, voilà. Et puis enfin, bon, ça reste assez exceptionnel hein, comme situation. Et puis, là, plus courant, le non-usage trentenaire. Le non-usage trentenaire peut faire perdre une servitude. Si on n'utilise pas une servitude pendant 30 ans, alors la servitude est perdue, peut être perdue. Alors, attention, le point de départ du non-usage va varier selon les situations. Hein. Pour les servitudes discontinues, c'est-à-dire celle qui s'exerce par le fait de l'homme, c'est le dernier acte d'usage qui va constituer le point de départ du non-usage trentenaire. Et pour les servitudes continues, c'est le premier acte contraire. Bon, on verra dans des cas particuliers, hein, dans le dossier documentaire, comment on peut aborder ce calcul et cette situation, hein, qui est un petit peu particulière. Voilà. En conclusion, il est très important ici d'informer les propriétaires de ce droit particulier, hein, qui est la servitude. Hein. Si une servitude existe entre 2 fonds, notamment dans le cadre d'une transaction
immobilière, le vendeur doit en informer l'acquéreur. Le vendeur doit en informer l'acquéreur. Et l'agent immobilier, ici, a un devoir d'information et de conseil, donc lui aussi doit apporter tous les conseils nécessaires au vendeur et à l'acquéreur pour comprendre comment s'exerce cette servitude, ce que ça implique. Ça va avoir forcément un impact sur l'estimation, la commercialisation de ce bien. Hein. Ça peut poser des difficultés particulières ou le besoin pour les différentes parties de bien comprendre quels sont leurs droits. Le notaire, avant de rédiger l'acte définitif de vente, va lui vérifier aussi toutes les servitudes d'urbanisme qui peuvent gréver éventuellement le bien. Donc ici, c'est un partenaire aussi pour informer correctement les différentes parties lors d'une transaction. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Vous avez le dossier documentaire avec un certain nombre de situations pratiques. Donc on va les traiter ensemble maintenant.